Eh bien, bonjour à toutes et tous. J'apprécie déjà faire cette intervention dans cette discipline parce que, pour le coup, cette relation entre droit et économie, elle guide un petit peu mes pas d'étudiant depuis 5 ans. C'est un petit peu mon cheval de course. J'aime dire que nous sommes, toutes et tous des agents économiques dotés d'une personnalité juridique pour bien montrer la connexion entre ces 2 disciplines. L'homme est au centre, de tout et quand on traite de ses comportements comme le font les sciences sociales, on étudie le droit et l'économie à la fois comme 2 disciplines qui se complètent. Le droit comme l'économie sont, en tout cas censés être mis en place par l'homme et pour l'homme, pour, le guider dans sa vie quotidienne. Avant de vous dire un petit peu, comment mon intervention va pouvoir vous apporter dans l'étude de vos cours, je voudrais mettre l'accent sur le fait qu'il a été assez difficile de brosser un programme, en AED parce que c'est une matière qui reste souvent à l'appréciation de l'enseignant, celui-ci décidant un petit peu des sujets qu'il veut aborder. Il n'y a pas vraiment de consensus, on va dire, sur comment étudier la matière. Ce n'est pas comme un cours de droit pénal ou de droit civil où il y a un certain nombre de notions qu'on va aborder, un certain nombre de décisions également. Et le cours d'AED, c'est un peu plus laissé, selon la spécialisation de l'enseignant. Il y a des enseignants qui vont être plutôt spécialisés dans l'économie du travail, enfin comme en droit d'ailleurs. Certains plutôt sur la macroéconomie, d'autres la microéconomie, et cetera. Donc c'est vraiment laissé plus à l'appréciation de l'enseignant. Et donc le programme a été laissé à l'appréciation de l'enseignant, donc en l'occurrence, et j'ai donc décidé d'aborder 3 thématiques juridiques, sous l'angle économique. D'abord, quelques propos liminaires sur la question de savoir ce que ce cours peut vous apporter. Quand bien même vous n'auriez pas cette discipline dans votre programme, donc pas d'examen dessus, quand bien même cette discipline n'est pas à proprement parler juridique, cette intervention, elle restera de l'analyse du droit positif, comme vous pouvez le faire finalement dans tout exercice juridique. Alors certes, une analyse un petit peu particulière, ça j'en conviens, c'est une analyse économique, mais ça reste de l'analyse juridique. L'idée est de faire ressortir des enjeux sur d'autres terrains disciplinaires, en l'occurrence celui de l'économie, de sortir un petit peu le nez de ces bouquins. Donc ce cours, il peut vous permettre d'enrichir vos connaissances, d'apporter un plus à vos copies, notamment dans ce fameux 2B, hein, qui on le sait bien est un peu toujours une galère, à envisager en pratique. C'est un peu, l'économie du droit, c'est un peu le parmesan sur les pâtes, si j'ose dire. Il peut vous permettre, voilà, d'apporter un petit peu plus de goût, une petite originalité, une petite touche ouais, une petite touche en supplémentaire à vos copies. C'est un des apports que j'espère pourra, constituer cette intervention. Il peut vous permettre d'envisager elle vous permettra, pardon, d'envisager d'autres enjeux des règles de droit que vous étudiez, de nature extra-juridique, voir le droit sous un autre angle avec un peu de recul par rapport à ce que vous étudiez habituellement. Ça se fera à partir d'un programme concocté donc autour de 3 petites thématiques. À partir de maintenant, je veux vraiment que là, pendant, 1 heure avec moi, vous déconnectiez tous un peu du droit tel qu'on vous l'apprend sur les bancs de la fac. Je vous invite à reprendre votre regard quotidien de citoyen curieux que vous êtes et entrer avec moi dans, si j'ose dire, le monde passionnant de l'économie et interrogeons-nous sur comment concevoir les enjeux juridiques autrement de ce qu'on voit dans les manuels parce que, il n'y a pas que ça. Donc pour commencer, une première partie intitulée «Derrière un contrat, on comptera des coûts d'une relation contractuelle». Nous allons, dans cette intervention et notamment dans cette première partie, analyser avant tout le droit. C'est une analyse économique, mais nous analysons le droit. Donc il faut partir du droit. Comme quand vous commentez une décision, en fait, moi on m'a toujours dit, il faut partir de l'arrêt, qu'il faut commencer à citer la décision et donc, je vais faire une analyse du droit, donc je vais partir du droit. Le contrat est défini à l'article 1101 du code civil comme un accord de volonté entre 2 ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. D'abord, il est intéressant de noter que 2 ou plusieurs personnes sont concernées. Malgré le pluriel, ce sont bien là des individualités qui sont mises en avant. 2 personnes, 2 agents économiques ayant la personnalité juridique vont décider, à un moment donné, de préférer le contrat au marché. C'est possible notamment, comme on le verra, parce que ça peut laisser place à plus de confiance. On peut ne pas avoir confiance dans le marché. On entend ça beaucoup dans des discours, notamment, véhiculés, dans les médias. Voilà, un manque de confiance du peuple en les institutions de marché, en les banques notamment. Donc on peut effectivement vouloir sortir du marché et préférer une relation contractuelle, qui va laisser place à plus de confiance. Et également, on peut préférer le contrat au marché parce que le contrat peut être finalement moins coûteux que le marché. Malgré ça, malgré ce deuxième point, les partenaires contractuels vont supporter des coûts de transaction. Une entreprise, elle a des charges, elle a des intérêts, des salaires, par exemple. Et lorsqu'une entreprise vend, elle supporte des coûts de transaction. Échanger n'est pas une opération gratuite. Contracter n'est pas une opération gratuite. À côté donc de la définition juridique du contrat, que j'ai envisagée juste avant, qui, ma foi, malgré tout, reste dynamique, on a en pratique une réelle nature économique du contrat que l'on peut étudier. Parcourons ensemble les différentes étapes de la rencontre des volontés. Et je vais prendre un exemple que je vais dérouler, mais d'abord, j'aimerais rappeler à votre expérience personnelle
qui vous vient à l'esprit quand je vous dis quand vous souhaitez, par exemple, vendre quelque chose ou acheter quelque chose. À votre avis, quel est le premier problème que vous rencontrez? Alors avant même de déterminer le prix, l'usage, j'ai pas d'argent, bah oui. Non, alors ouais, alors sinon c'est des bonnes, ouais, bien sûr, c'est des bonnes idées et on le verra après. Mais en fait, la première étape, le premier problème, c'est, l'identification en fait de son partenaire contractuel, comme on va le voir. Donc comme chacune des 4 étapes, identifier son partenaire contractuel est coûteux. Il faut donc, il y a un processus d'identification. Il y a un processus d'identification de son partenaire. Déjà, ça va être une difficulté de savoir, voilà, quand vous vendez quelque chose, il faut, identifier un acheteur potentiel et quand vous souhaitez vendre quelque chose, il faut identifier un acheteur et quand vous souhaitez acheter quelque chose, il faut identifier un vendeur. Donc par exemple, je vous propose de prendre une illustration. Donc par exemple, on a Melvin qui est un jeune homme qui a une guitare et puis, par exemple pour Noël, il a besoin d'argent pour, acheter un cadeau à un de ses amis par exemple et donc il décide de vendre sa guitare. Premier problème, c'est qu'il doit trouver un acheteur. Il supporte donc un coût d'identification de l'acheteur. Ce coût d'identification signifie pour le vendeur d'identifier donc l'acheteur et pour l'acheteur d'identifier le vendeur. Et cette opération, elle n'est pas gratuite. Elle est coûteuse en temps, en ressources. Et par exemple, au-delà de notre exemple, une entreprise met du temps à trouver un potentiel futur salarié à embaucher et vice versa. Mais chercher un partenaire contractuel, c'est coûteux. Et de la même manière, bah, avant que le contrat soit conclu, bah, Melvin, il va potentiellement galérer à identifier un acheteur potentiel et aujourd'hui, tout le monde n'a pas le réflexe d'aller sur Le Bon Coin ou ce genre de site. Et également, parfois, pour prendre un exemple encore plus terre à terre, il y a des célibataires qui, en fait, bah, rencontrent un jour l'amour et en fait, ils apprennent que en fait, la personne, avec qui enfin, qu'il rencontre, en fait, habitait, 3 rues plus loin, quoi. Donc il y avait vraiment une vraie proximité, mais sauf qu'il ne savait juste pas que la personne était disponible et que ça pouvait, potentiellement laisser place à une belle histoire. Voilà. En fait, on sait juste pas que les personnes sont célibataires et c'est ça, en fait, le problème. C'est un problème d'identification. C'est pour voir ça de manière un petit peu, un petit peu, terre à terre. Bon, alors, du coup, comme je disais tout à l'heure, à un moment donné, les marchés arrivent à maturité et donc des procédures d'identification, émergent. Les pharmacies, les boulangeries, par exemple, s'identifient, par l'affichage explicite sur leur devanture. Il devient facile pour, l'acheteur de trouver un vendeur et pour un vendeur de trouver l'acheteur. La rencontre des 2 parties devient simple, mais pour des relations contractuelles aussi ponctuelles comme le cas de la vente, l'identification est coûteuse. Ensuite, on a une, 2e étape, donc avant, la conclusion du contrat, c'est la phase de négociation. Donc Melvin rencontre un jour Alicia, qui elle, bah, cherche une guitare justement. Donc ils sont contents, hein, qu'ils se sont rencontrés, l'acheteur a identifié le vendeur et vice versa. Mais une fois que l'offre et la demande se sont rencontrés, ils doivent négocier avant de réaliser la transaction. Ils doivent négocier, bah, les termes du contrat. La négociation, c'est un processus aléatoire, c'est-à-dire que c'est un coût qui génère un risque. Le risque encouru quand on négocie, c'est que le prix ne satisfasse pas l'une ou l'autre des parties. C'est ce que vous disiez. On n'a pas assez de sous, j'ai pas d'argent, bah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut, pouvoir en tant qu'acheteur, bah, finalement proposer moins que ce que le vendeur, lui, est disposé à accepter. C'est ce qu'on appelle en économie le prix de réserve. Donc c'est-à-dire le prix maximal que l'acheteur est prêt à payer et celui minimal que le vendeur est prêt à accepter. Cette négociation, elle est coûteuse parce que les partenaires vont dépenser, leur temps et leurs ressources pour négocier alors qu'ils pourraient, bah, exercer une activité, productive en fait, notamment échanger. Le problème dans cette situation, c'est que les 2 potentiels partenaires contractuels ne connaissent pas le prix de réserve, l'un de l'autre. C'est-à-dire que l'acheteur ne sait pas à quel prix le vendeur est prêt à accepter et vice versa. Il y a un problème, d'asymétrie d'information. C'est risqué parce que ça peut ne pas aboutir. Ensuite, on arrive à l'exécution du contrat. Donc on imagine, hein, nos 2 partenaires, se sont trouvés, ils ont convenu d'un prix commun, un prix qui les satisfait l'un comme l'autre et une fois que le partenaire a été trouvé, puis que le prix a été accepté par l'offre et la demande, les partenaires peuvent signer le contrat. Ils ne vont pas renégocier avant que le contrat arrive à son terme, sauf, par exemple, le cas d'un avenant qui va modifier certaines clauses contractuelles sur une certaine durée. Mais dans le cas d'un contrat de vente, c'est une obligation qui est ponctuelle, donc on ne va pas avoir, dans ce cas-là, donc une fois que, les partenaires se sont rencontrés et qu'ils vont signer le contrat, il n'y aura pas de renégociation. Ceci étant dit, lorsque le contrat est conclu, on voit dans la pratique que, les promesses faites lors d'un engagement ne sont pas automatiquement ou systématiquement exécutées. Dans toutes les relations contractuelles, la nature humaine des co-contractants laisse place à une certaine latitude à respecter ou à ne pas respecter sa promesse. Par exemple, une entreprise de vente à distance peut vous livrer en retard et dans ce cas-là, elle manque, à l'une de ses obligations. L'éventualité que l'un ou l'autre, par exemple que Melvin ou Alicia ne respectent pas sa part du contrat, donc payer, livrer, et cetera, elle est au cœur des relations contractuelles. Ces litiges, ils entraînent un coût. Beaucoup d'individus ne veulent pas entrer dans un système d'échange parce qu'ils ne veulent pas justement prendre le risque de supporter un coût juridique d'un manquement du co-contractant à ses obligations. Donc là, on est dans le cas typique où, par exemple, Melvin, après avoir reçu l'argent d'Alicia, ne livre pas la guitare. Melvin peut décider de ne pas livrer la guitare après qu'Alicia ait payé. Et de même, Alicia peut décider de ne pas payer alors qu'elle a reçu le bien.
Donc forcément, une telle situation entraîne des coûts juridiques dus au manquement aux obligations. Donc c'est toujours l'idée, hein, on fait de l'analyse économique du droit, on fait de l'analyse économique du contrat et on voit bien que derrière cette notion de contrat, derrière cette rencontre des volontés qu'on voit en droit, et ben, il y a toute une série de coûts économiques qui sont inhérents finalement à toute cette procédure, juridique. Ces coûts donc de faire exécuter le contrat, ils sont variables, ils sont supportés pendant toute la durée du contrat. L'employeur doit engager les ressources pour pouvoir vérifier que son salarié respecte bien son contrat, par exemple. Melvin doit vérifier qu'Alicia paye la guitare. Et enfin, on arrive à une 4e étape qu'on appelle les coûts de contrôle, donc on arrive à la fin. Donc Melvin, il a bien livré la guitare, Alicia, elle a bien payé et là, il s'agit de ces coûts de contrôle, donc des coûts consécutifs au contrôle que la prestation a été exécutée comme prévu. Un peintre peut bien peindre, très mal peindre votre chambre. Tout ne se résume pas simplement au respect formel du contrat. On attend également que la qualité soit là, que la prestation soit qualitative. On attend d'un médecin non seulement qu'il soigne, exécution du contrat, mais également qu'il soigne bien, c'est préférable. On attend d'un enseignant qu'il enseigne d'une part, mais si possible qu'il enseigne des choses vraies, des choses avérées. Et accessoirement, on peut lui demander qu'il soit pédagogue. Mais bon, ça après, c'est encore un autre caractère. Donc voilà pour cette analyse économique de la relation contractuelle qui présente, comme j'ai essayé de le montrer au mieux, à côté de la notion de contrat telle que considérée par le droit, une autre réalité économique à l'aune de la notion de coût. Autre analyse contractuelle en approche, une analyse de la relation entre contrat et confiance et autorité. À partir de quelle notion économique peut-on apprécier l'exécution d'un contrat? À nouveau, je le rappelle, hein, nous sommes dans de l'analyse du droit avant tout. L'idée, c'est d'avoir un recul sur les notions auxquelles vous pouvez être confronté durant vos cours, avoir une vision extra-juridique. Pour rappel, le contrat est défini à l'article 1100 du Code civil comme un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Sur un plan strictement juridique, le contrat est considéré comme la base de l'échange. Un don de soi, de faire, de donner, de ne pas faire, pour reprendre cette célèbre distinction. Au plan économique, c'est le support juridique de toute transaction et le contrat permet de matérialiser l'échange. Autrement dit, il permet à des parties le respect des engagements pris, consentis. C'est la manifestation de la volonté. Mais la question qu'on peut se poser, à laquelle je vais répondre très vite en fait, est-ce que les engagements précisés dans le contrat, les engagements contractualisés, dont je viens de parler, est-ce qu'ils sont les seuls engagements? Les parties s'engagent-elles seulement à ce que leur contrat mentionne explicitement? Eh ben non, bien sûr que non, mais parce que cela reviendrait finalement à dire que les parties sont parvenues à tout envisager à envisager toutes les situations pouvant survenir durant la vie du contrat. Or, c'est absolument impossible. Par définition, les contrats sont incomplets. Et d'ailleurs, le code civil sous-tend bien cette idée. Par exemple, on peut mentionner l'article 1188 alinéa 1er qui dispose: «Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties, plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ces termes». Il y a également l'article 1192 que je trouve très intéressant: «On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation». Sous-entendu, il existe des clauses qui ne sont pas claires et qui sont équivoques. Donc ça montre bien que le contrat ne peut pas tout prévoir. Un employeur, par exemple, qui embauche un salarié ne peut pas savoir si plus tard son salarié va passer à temps partiel ou va avoir un congé, par exemple. Dans une telle situation, le seul moyen de croire en la réalité du contrat, c'est la confiance. La confiance, c'est présumer, tenir pour établi que son partenaire, par suite des qualités qu'on lui prête, va témoigner de sa fidélité à la promesse implicite ou explicite inhérente à l'échange, et donc que ce partenaire va se conformer à l'attente qu'on a formée pour lui sur la base des qualités qu'on lui prête. La confiance, c'est une notion qui est hyper importante en économie. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits justement sur l'importance de la confiance en économie, et notamment la confiance, comme je mentionnais tout à l'heure, dans les institutions de marché. En l'espèce, la confiance, c'est ici une réponse à l'incomplétude du contrat. Si le contrat peut tout prévoir, il n'y a pas besoin de confiance. Mais sauf que tout n'est pas prévu dans le contrat, juste. La confiance, elle va préexister au contrat, elle va être préalable à celui-ci, et en fait, elle en permet une meilleure exécution, une exécution plus sincère, plus proche de la commune intention des parties. Il n'y a pas de contrat sans confiance ici. Mais regardez par exemple autour de vous, je trouve que l'exemple est particulièrement parlant. Quand vous allez acheter un pain au chocolat, bon, ou une chocolatine pour certaines personnes qui disent encore ça, par exemple avec un billet de 5 euros. Mais je ne sais pas si vous avez une idée de combien coûte un billet de 5 euros, le coût de production d'un billet de 5 euros. Bah, en fait, le coût de production d'un billet de 5 euros, c'est entre 3 et 8 centimes, selon la coupure du billet. Donc en fait, ce que je trouve magnifique, c'est qu'en fait, on paye avec un bout de papier et en fait, tout notre système monétaire, ça se base sur la confiance. Et c'est particulièrement flagrant, notamment, en temps de crise, les gens peuvent ne plus avoir confiance en leur monnaie. Parce qu'après tout, en fait, un billet, c'est juste un bout de papier et en fait, on donne littéralement notre confiance à un bout de papier. C'est-à-dire que si demain, tout le monde dit: «Bah, on arrête, on n'a plus confiance en l'euro, on arrête d'utiliser l'euro», et bah, tout le système s'effondre. Alors bien sûr, on donne avant tout aussi notre confiance à l'ensemble de nos potentiels partenaires, de nos futurs partenaires contractuels, c'est-à-dire approximativement tout le monde. C'est parce qu'on sait que tout le monde accepte ces billets qu'on peut continuer de les utiliser. Donc on peut être amené effectivement à conclure des contrats écrits, implicites, sous-jacents avec finalement tout un chacun, et donc il faut de la confiance.
Pour l'économie, du contrat, sa performance, la confiance, c'est extrêmement important. Le contrat, est donc un acte de foi, de confiance. La confiance n'est pas juste une catégorie, littéraire ou romantique, c'est une catégorie juridique et économique et notamment la notion de bonne foi se trouve dans le code civil. L'article 1104 du code civil dispose, en son premier alinéa, que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Maintenant qu'on a dit ça, maintenant que tout est beau, les contrats sont vus comme une preuve de confiance, qu'on se fait tous confiance les uns les autres, tout le monde s'aime, c'est génial. Les problèmes. Je disais plus tôt, il n'y a pas de contrat sans confiance. En fait, c'est pas tout à fait vrai, c'est même totalement faux. Mais la différence, c'est que quand il n'y a pas de confiance, il y a un substitut à cette confiance qui est l'autorité. L'autorité, c'est on pourrait définir ça comme un arrangement institutionnel, lequel, en instaurant une hiérarchie, permet par le biais de l'exercice autoritaire de prérogatives de supprimer tout marchandage en vue de régler de manière pacifique un litige. Le contrat n'est donc pas le seul moyen de coordonner les comportements. L'autorité peut également le faire lorsqu'un litige survient. Par exemple, imaginons une entreprise donc de 2 employés et une patronne pour, faire simple. Là on se met dans la situation, hein, on se met dedans. Donc il y a Martine à la compta, il y a Chantal, au RH par exemple et puis la patronne, on va l'appeler, je sais pas, j'y ai pas pensé à de prénom, Marie-Christine par exemple. Imaginez maintenant, on conçoit le contrat, en l'occurrence de travail, comme la confiance. On assimile les 2, on les superpose. On arrive donc, dans la situation, on a donc 3 contrats. On a un contrat A entre Martine et comment je l'ai appelé? Marie-Christine, un contrat B entre Martine et Chantal et un contrat C entre Chantal et Marie-Christine. Je sais pas pourquoi. Les 3 personnes donc, dans ce cas-là, ont des obligations réciproques dans le cadre de leur travail. Bon déjà, ce genre de situation pose un problème, d'efficience parce qu'on multiplie les contrats, on multiplie la paperasse et cetera. On multiplie les coûts, comme on l'a vu, en première partie. Mais surtout, imaginons maintenant, la confiance entre Chantal et Martine est rompue. Elles peuvent plus se supporter, voilà. On sait parfois, hein, les gens parlent sur le dos des autres, il y a des ragots dans les entreprises, des choses comme ça. Bref, donc elles peuvent plus se supporter, enfin ça vient aux oreilles de l'une de l'autre. Donc là, dans l'entreprise, on a un problème relationnel, on a un problème de performance du contrat, de performance au travail. On peut même imaginer, par exemple, que le contrat soit rompu, un peu comme, alors, c'est un peu comme la mésentente finalement entre les associés. Ça, on pourrait approcher ça un petit peu ça. Donc on voit bien, il y a plus de confiance, il y a plus d'affection. Donc en fait, en pratique, et là on est vraiment pour moi au cœur de l'analyse économique du droit contractuel, on n'a pas ce contrat-là, en pratique. On n'a pas de contrat entre 2 salariés parce qu'il ne sert à rien en fait. Il ne fait pire que mieux, il est coûteux, comme on l'a vu en première partie. On a en fait une relation d'autorité qui va se mettre en place pour réduire le nombre de contrats. Le contrat est remplacé par une institution de coordination, l'autorité. C'est une autorité qui va coordonner les actions, les comportements, faire coopérer les parties, à défaut d'un contrat. Alors ça n'empêche pas, hein, ça peut bien sûr ne pas bien se passer en pratique entre plusieurs salariés, mais ça n'altérera pas leur relation contractuelle puisque par définition elle n'existe pas. Donc l'autorité va être un substitut au contrat, un substitut de la confiance. Dans toute organisation économique actuellement, soit on utilise le contrat, soit, on utilise l'autorité, soit on utilise l'autorité comme complémentaire au contrat et à la confiance. Par exemple, les conducteurs des camions pour des enseignes de grande distribution peuvent être des salariés de l'enseigne, auquel cas ils sont salariés, ils sont sous l'autorité de cette enseigne, pardon. Ils peuvent être également, des prestataires, des tiers de l'entreprise, des tiers à l'entreprise, pardon, auquel cas l'entreprise, n'a pas d'autorité sur ses prestataires, mais juste, un contrat. Et aujourd'hui, toute firme moderne est organisée selon une conjugaison, contrat-autorité qui permet la réduction considérable du coût des biens et des services que ces firmes produisent. Cela est en fait vrai pour la grande majorité des relations contractuelles actuellement à l'œuvre, qu'elles soient très formalisées, notamment par la voie de l'écrit, ou plus implicite. L'autorité et notamment, sur le plan capitalistique, va servir d'instrument de coordination. Dans notre exemple, nous avons étudié, l'autorité hiérarchique, mais l'autorité étatique peut également jouer un rôle de coordination des comportements des partenaires. Ces 2 autorités peuvent jouer un rôle de coordination, en l'absence même de tout contrat, pour faire coopérer les agents. Alors là, on était plutôt dans le droit du travail, mais on peut également mentionner le phénomène du passager clandestin, que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est celui qui béni le passager clandestin étant celui qui bénéficie des avantages tirés d'un contrat, sans en supporter le coût. Par exemple, pour ceux qui vivent encore chez leurs parents, quand vos parents achètent du pain avec leur argent et que vous, vous le mangez, et ben, vous êtes un passager clandestin parce que vous supportez l'avantage du pain, mais vous n'en supportez pas le coût. Donc en tout cas, voilà, il y avait effectivement cette autorité hiérarchique qui peut coordonner les comportements. On a également une autorité, étatique qui peut, par exemple, effectivement, dans le cas du passager clandestin alors pour l'exemple du pain là que je viens de prendre, hein, bien sûr, je vous rassure, c'est pas répréhensible. Si vous mangez le pain que vos parents ont payé avec leur salaire, a priori, vous risquez pas grand-chose. Mais par exemple, pour parler d'un sujet plus sérieux, pour le paiement de l'impôt, par exemple, certaines personnes bénéficient des services publics mais ne payent pas leurs impôts. Elles tirent avantage des services publics mais sans payer d'impôts. Les services publics sont quelque part un contrat dans la société, implicite en tout cas. Et dans ce cas-là, eh bien, là aussi une autorité donc étatique
peut jouer un rôle pour sanctionner ce passager clandestin et ainsi baisser les coûts d'opportunisme en mettant en place des règles, des incitatifs. Également, j'aurais pu en parler, le rôle du juge est primordial, notamment face au vice du consentement qui altère la confiance, je pense surtout au dol. Et nous en terminons avec cette deuxième partie. Donc troisième partie, la rationalité des individus en jeu économique de la sanction juridique. J'étais fier de ce titre. Je vous propose ici de changer de domaine. Quittons un petit peu le droit des contrats pour, entrer dans une vision plus globale du droit, avec finalement, la mise en relation de la notion économique de rationalité et de la notion juridique de sanction. Ce que nous allons voir, c'est que ces 2 notions vont de pair et peuvent entrer en conflit. Pour les juges, fixer une peine n'est pas toujours évident. On le voit souvent, notamment, en matière pénale. Le prononcé d'une peine n'est pas toujours considéré juste par le peuple, qui pourtant, est censé ne pas ignorer la loi. Alors même que cette sanction est donnée par l'organe judiciaire. Et donc c'est important de le rappeler, les décisions sont rendues au visa de textes législatifs, de même que les sanctions sont prononcées selon les bornes fixées par la loi. Nul n'est censé ignorer celles-ci, et pourtant nombreux sont celles et ceux préférant attaquer un supposé gouvernement des juges plutôt que de s'attaquer pardon, au législateur. Il y a donc aujourd'hui une difficulté, notamment humaine, de fixer la sanction. En quoi cela est-il vrai? D'abord, par exemple, en matière pénale, l'article 121-3 alinéa 1er du code pénal dispose: «Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre». Pourtant, à côté de cette notion d'intention, qu'il faudrait bien sûr étudier sur le plan juridique, cohabite celle plutôt bien connue des économistes de rationalité, économique. Effectivement, un des grands postulats d'analyse économique classique est que l'être humain est un agent économique rationnel, calculateur, qui prend ses décisions de manière rationnelle. On dit alors de lui qu'il est un homo economicus. Nous sommes par principe tous et toutes des homo economicus, des agents économiques dont les décisions sont gouvernées par la rationalité, par la raison, et des agents économiques, des personnes qui sont d'autre part dotées d'une personnalité juridique. Nous ferions, de manière plus ou moins consciente, des calculs coût-avantage, des arbitrages à partir de ces calculs, dans le but final de maximiser notre utilité, comme on dit en économie, autrement dit, dans le but final de prendre des décisions qui vont dans le sens de notre bien-être. Par exemple, en matière de droit pénal, la décision de commettre un crime ou un délit. Mais c'est quelque chose, il y a quelque chose qui est en réalité très peu enseigné en économie dite, mainstream, c'est que l'être humain est aussi plein de biais cognitifs. Pourquoi est-ce que ça, c'est peu enseigné en économie mainstream, notamment et surtout en France d'ailleurs? Bah, c'est parce que ça appelle notamment à des notions de psychologie et qu'en France, on n'est pas trop dans ce type d'enseignement-là, hybride j'entends, comme l'économie comportementale qui, lie, économie et psychologie et donc qui vise à prendre en compte, les biais, nos biais de rationalité sur nos prises de décision. Donc là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que les agents ne sont pas toujours rationnels et la décision de commettre un crime n'est pas toujours rationnelle. Ce que j'entends ici par rationalité, c'est la capacité, de manière consciente ou non, d'effectuer un arbitrage entre les coûts et les avantages qu'on tire d'une décision. En général, à moins d'être sadomaso ou d'être malade, je vous rassure, on agit avec rationalité, pour ce qu'on pense être son bien. Alors ça dépend aussi bien sûr des préférences individuelles. Quand vous mangez McDo par exemple, bah, ça fait pas forcément du bien à votre portefeuille, ça fait pas forcément du bien à votre santé, mais si vous préférez, on va dire, le plaisir gustatif, au plaisir du portefeuille, on va dire ça comme ça, et puis à la santé, bah, voilà, vous mangez McDo, quoi. Voilà. Bon, si on est sur des préférences individuelles, on reviendra là-dessus, mais l'idée c'est ça. Et encore une fois, ce processus de rationalisation, il se fait de manière plus ou moins consciente. On est plus ou moins calculateur. Mais il est des cas où ce n'est pas le cas, où on agit non pas rationnellement, mais sous le coup de l'émotion. C'est un clivage qui est intéressant, Par exemple, je sors de la matière pénale, imaginez-vous, vous êtes dans la rue, vous marchez dans la rue, quelque chose qui est assez habituel a priori, enfin, quoique en cette période, c'est plus trop habituel, mais bon, vous l'avez suffisamment fait, j'imagine, et vous surprenez un petit garçon, un petit gamin qui traverse la rue de manière inconsciente, sans regarder, s'il y a pas des voitures qui passent. Et bah, là, bien sûr, j'ose espérer que vous vous dites pas: «Alors attendez, est-ce que je vais le sauver? Est-ce que je vais pas le sauver? Alors si je le sauve, j'ai un avantage, je gagne +6 en avantage, heu» Mais bon, le coup, c'est que je peux mourir, je peux me faire percuter par une voiture, donc c'est pas ouf. Bah non, évidemment que non. Vous agissez avec sans vos émotions. Vous agissez pas enfin, vous agissez sur le coup d'émotion. Vous agissez pas par rationalité. Vous ne réfléchissez pas, a priori, vous le rattrapez. Après coup, parfois, quand vous prenez des décisions comme ça sous le coup de l'émotion, alors peut-être pas dans le cas de l'enfant que vous avez sauvé, pour pas qu'il se fasse percuter par une voiture, mais après coup, vous pouvez vous dire: «Bah, j'aurais pas dû prendre cette décision». Parce que vous revenez justement à la raison et vous réfléchissez. Et bah, pour les crimes et les délits, c'est là que je voulais en venir, c'est la même chose.
Beaucoup sont commis sous le coup de l'émotion, ne sont pas rationnels, pas forcément voulus même. Donc dans ce cas, comment adapter la sanction? C'était là que je voulais en venir. Comment sanctionner quelqu'un qui vous dit: «Oui, j'ai commis un crime, mais je voulais pas. Si j'avais agi avec rationalité, je l'aurais pas fait». Bah, c'est super compliqué en fait et c'est là que je voulais en venir et c'est là qu'on est en plein dans l'analyse économique du droit. On est en plein dans l'analyse économique, dans l'analyse de la rationalité économique des agents, mais sur le plan juridique. C'est super compliqué et c'est super intéressant d'avoir ce recul-là, je trouve. D'avoir le recul de se dire, c'est de dire que, voilà, comment on fait quand effectivement quelqu'un commet un crime, mais finalement dit: «Bah, voilà, c'était, émotionnel, c'était» voilà, on peut utiliser, plusieurs termes et c'est une problématique que je trouve intéressante, surtout aussi parce qu'elle montre bien justement les liens entre, raisonnement économique et raisonnement juridique. Bien sûr, aujourd'hui, il y a des règles, hein, qui sont fixées. Les juges prennent en compte différents paramètres sur lesquels je n'entrerai pas dans les détails parce que ça serait, pour le coup, une vraie étude juridique pure. Mais vous voyez bien là la difficulté de la sanction ici. Comment un juge peut sanctionner ce genre de comportement? C'est une vraie problématique. Aujourd'hui, bien sûr, elle est solutionnée, il y a une situation en droit positif, mais c'est une problématique que je trouve super intéressante. Les individus ne sont pas toujours rationnels, encore une fois, et ça va bien au-delà du clivage entre intention et non-intention. C'est une autre catégorie selon moi. Également, on a au-delà de la notion de rationalité, la notion de préférence individuelle dont je vous parlais tout à l'heure, qui entre en compte. On a tous finalement une manière de raisonner différente. Dans un sens, la rationalité, elle est également subjective. Certains vont être davantage riscophobes, d'autres riscophiles. Le criminel, il fait un arbitrage, coût-avantage, le coût étant la sanction, l'avantage le gain espéré de son crime, à l'aune de ses préférences individuelles, de son aversion ou non pour le risque. En matière, entre guillemets, je dirais, politique, on peut augmenter les sanctions pour dissuader le crime, mais ça demande des moyens économiques, financiers. On peut augmenter la durée des peines hein, de prison, par exemple, ou la difficulté de ces peines, mais ça demande des moyens. Également, ça peut être vu comme portant atteinte aussi, dans une certaine mesure, aux droits de l'homme. Il faut que la règle de droit soit suffisamment dissuasive pour dissuader le potentiel criminel, mais dans un même temps, c'est coûteux. Mais on est globalement tous dotés de rationalité et en fait, mais par contre, on ne réagit pas tous, selon les mêmes paramètres. Il y a certains qui vont être plutôt, qui vont avoir une aversion au risque, d'autres non et il y en a d'autres, par exemple, qui vont plutôt privilégier, le gustatif, sur le sanitaire, par exemple, si on parle des fast-food. Enfin voilà, il y a des gens qui vont privilégier, l'indépendance du célibat, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais bon, au couple quoi, à la situation de couple, bon voilà. On a tous une rationalité, mais on raisonne pas tous de la même façon. On a des paramètres différents qu'on prend en compte et là où je voulais en venir, ouais, c'est ça, c'est que sur le plan politique, on peut effectivement, augmenter la durée des peines de prison, mais c'est coûteux et même si ça peut dissuader le crime, bah, c'est coûteux la dissuasion des crimes. Pour conclure cette partie, il faut retenir donc, que l'analyse économique, du droit pénal tel que j'ai essayé de l'effectuer, démontre l'importance de prendre en compte la rationalité pardon, des individus comme un postulat de départ. La règle de droit se justifie par son caractère normatif, en ce qu'elle produit une obligation sociale qui sert d'abord à prévenir et à réguler les conflits, à bannir des comportements, non généralisables et enfin à réduire l'incertitude, liée, au comportement, d'autrui. Donc le respect de la règle de droit, il passe avant tout par sa compréhension par les sujets de droit. Pourquoi les gens s'arrêtent-ils au feu rouge? Parce que la probabilité d'être arrêté et verbalisé est élevée? Mais non, pas du tout. Elle est même plutôt faible en fin de compte. Mais la probabilité d'être victime d'un accident l'est davantage. La plupart des individus ayant envie de vivre comprennent qu'il est dans leur intérêt de respecter et la volonté de vivre est bien sûr, plutôt rationnelle. On attend de notre vie, du bonheur, du bien-être, de l'utilité, du bien-être au sens économique, mais aussi au sens juridique du terme. Mais ça, c'est encore un autre sujet et en tout cas, je vous remercie de très chaleureusement de m'avoir écouté.